Georges Simenon, Le blanc à lunettes. Gallimard, 1938. Chapitre 1. Tu entends, Georges? Le mari sursautait, son verre de bière à la main. Quoi? Ferdinand dit que le seul moyen de se désaltérer, c'est de boire du thé brûlant. Je sais. Alors pourquoi bois-tu de la bière? Parce que je n'aime pas le thé. C'est ta 4e bouteille aujourd'hui. Est-ce que je te demande combien de cigarettes tu as fumé? Ferdinand, en gros, détournait un peu la tête, essayait de ne pas sourire, rencontrait le regard amusé du vieil anglais de Nairobi, et apprenait ainsi que celui-ci comprenait le français. Où se situait donc la scène du thé? Il fallait déjà faire un effort. Quand on n'y réfléchissait pas, on pouvait croire que cette vie durait depuis de longs jours, alors qu'elle avait commencé seulement la veille, à 2 heures du matin, il est vrai. La scène du thé se localisait à Assouan, mais auparavant, il y avait déjà eu celle du pourboire au Caire. Tu entends, Georges? Et le mari, immanquablement, avait l'air de sortir d'un rêve. Quoi? Ferdinand dit qu'il n'y a pas de pourboire à donner, tout est payé, y compris le repas et les hôtels. Mais c'était bien avant l'avion que Ferdinand Gros avait remarqué le couple. À Marseille même, 1 heure avant le départ, il avait vu monter à bord cette petite bonne femme maigre et turbulente, suivie d'une mère essoufflée et d'un brave homme de père endimanché. Il n'avait pas remarqué tout de suite le mari. Celui-ci devait être chez le commissaire du bord à régler ses affaires. Quant à la petite bonne femme, on l'a rencontrée dans toutes les coursives, dans les salons, dans les fumoirs, faisant à ses parents les honneurs du navire. Tous les trois avaient pleuré au moment des adieux. Un instant, Gros avait cru que la passagère était la femme d'un des officiers de la coloniale qui, de par leur grade, ont droit au voyage en première classe. Ensuite, il y avait un trou. Il ne s'en était plus occupé. Gros, qui aimait sa tranquillité, avait l'habitude à bord de s'installer sur le pont des embarcations, derrière quelques cheminées, et d'y lire des heures durant. Si bien que les 2 premiers jours s'étaient résumés pour lui dans 300 pages d'un livre intitulé « Statistiques pour servir à l'histoire économique de l'après-guerre ». Au fait, comment avait-il repris le contact? Ah oui, tandis qu'il lisait, la petite bonne femme s'était campée derrière lui, coiffée d'un casque colonial tout neuf, alors qu'on était encore en Méditerranée et en mai par surcroît. Mince, avait-elle prononcé, je comprends que vous ne rigoliez pas si vous lisez toujours des livres pareils. Et comme elle découvrait des colonnes de chiffres, vous êtes comptable aussi? Gros avait secoué la tête. Qu'est-ce que vous êtes alors? Planteur de café. C'est pas vrai. Il l'imaginait courant vers son mari qui jouait aux cartes avec les officiers à la terrasse du bar et s'écriant « Tu sais, Georges, l'homme qui ne parle à personne, devine ce qu'il fait. » Âgée de 19 à 20 ans, elle avait une chair pauvre de jeune fille de la grande ville. À bord, elle ne savait que faire ni où se mettre. Son mari, qui avait déjà revêtu la tenue blanche des coloniaux, jouait le plus souvent à la belote. D'autres passagers plus élégants jouaient au bridge, restaient entre eux. Elle arpentait le navire de haut en bas, interpellait les matelots, les officiers. Elle s'ennuyait. Un soir, le 4e, elle décida le commissaire du bord à faire danser sur le pont. Mais Gros alla se coucher. En débarquant à Alexandrie, on pouvait croire que c'était fini. Gros, indifférent au porteur qui se bousculait dans la poussière et qui le tiraillait, montait dans la voiture de l'Imperial Airways. Or, n'y retrouvait-il pas la petite bonne femme et son mari? « Vous prenez notre avion » s'exclama-t-elle. C'était plutôt son avion à lui, puisqu'aussi bien depuis 6 ans, il le prenait chaque année dans les 2 sens. Je ne vous ai pas présenté mon mari, Georges Baudet, administrateur adjoint de Niangara, au Congo belge. Je connais. Vous connaissez Niangara? Tu entends, Georges? C'était son premier tu entends, Georges, qui allait devenir une rengaine. La voiture de l'Imperial Airways les déposait dans un grand hôtel, et la bonne femme s'écriait « Ça ne vous fait rien qu'on mange à la même table? Il n'y a que des Anglais ici et nous ne parlons pas anglais. Vous le parlez, vous? » Oui. Et ce simple oui parut encore l'éblouir. « Tu entends, Georges? Je t'ai toujours dit d'apprendre l'anglais. » Pauvre Georges. Chaque fois qu'elle l'interpellait ainsi, il sourcillait, baissait les yeux et évitait de répondre. C'était un garçon de 25 ans, très blond, déjà poupin. Il avait 3 ans de Congo à Matadi, et il avait profité de son premier congé pour se marier. « Tu bois encore, Georges ?» Il buvait beaucoup, c'était vrai, de la bière, des demi et des demi, qui le rendaient somnolent. « Qu'est-ce que nous faisons ce soir? Nous visitons les quartiers indigènes? Dites, monsieur Ferdinand. » À tout bien calculer, il n'y avait que 24 heures de cela. Pourtant, il n'était déjà plus monsieur Ferdinand, mais Ferdinand. Vous n'avez qu'à m'appeler Yette. Mon prénom est Henriette, mais tout le monde m'appelle Yette. Moi, vous savez, je suis sans façon. Je suis né dans le 4e arrondissement, entre la République et la Bastille, boulevard Beaumarchais, vous connaissez? Il connaissait aussi toute sa famille, savait que son père était chef de la manutention au magasin Réuni, que sa mère était d'origine belge, et que c'est ainsi, en allant voir sa grand-mère à Charleroi, qu'elle avait fait la connaissance de Baudet. Il savait tout cela, et pourtant il n'était pas sorti avec eux le soir à Alexandrie. Il avait préféré se coucher, tandis que les Baudet suivaient un guide copte dans des lieux plus ou moins malfamés. À 2 heures du matin, l'autre vie commençait. D'abord les domestiques indigènes qui frappaient aux portes, puis, dans la salle à manger où ne brûlait que la moitié des lampes, une douzaine de personnes attablées devant des œufs au bacon et des confitures. « Tout ce monde-là va prendre notre avion » s'étonnait Yette à voix haute. « Il y aura assez de place ?»
Elle était fatiguée. Elle regardait les œufs au lard avec dégoût, repoussait son café au lait. C'est du lait condensé. Les autres, qui étaient anglais, ne parlaient pas, mangeaient consciencieusement. Je ne comprends pas qu'on dévore comme ça à 2 heures du matin. Elle ne baissait pas la voix, persuadée que ces étrangers ne pouvaient la comprendre. L'autocar dans l'obscurité, le terrain d'aviation. Essayez de vous mettre au milieu de la carlingue, avait conseillé Ferdinand Gros. Tu entends, Georges? Et de bousculer tout le monde. Le jour se levait à peine, le moteur ne tournait pas encore. Tu vois, Georges, comme Ferdinand est habillé? Pour elle, c'était une révélation. Jusque-là, elle avait vu Gros vêtu de drap gris, ce qui, avec ses lunettes, le rendait assez terne. Mais voilà que ce matin, il était habillé exactement comme les pilotes de l'Imperial Airways, de courtes culottes kaki qui soulignaient la vigueur des jambes, une chemise de coupe militaire et une veste à manches courtes. Pourquoi ne portes-tu pas des vêtements comme ceux-là? C'est plus pratique et moins salissant. Gros est son maître, lui, tu comprends? Elle n'avait pas entendu la fin de la réplique. Le moteur tournait, on enlevait les cales et elle se cramponnait d'avance à son siège. Ferdinand, lui, bien calé dans son coin comme dans un coupé de chemin de fer, ouvrait un nouveau livre dont il coupait les pages. Réflexion sur l'économie dirigée et sur l'économie en circuit fermé. À 6 heures du matin, on atterrissait à l'aérodrome du Caire, après que chacun se fût penché vers les hublots pour regarder les pyramides. Dans une salle d'attente en béton, un second déjeuner était servi, et on distribua à chacun un panier repas contenant des sandwichs, des oranges et un thermos plein de thé tiède. Tu vois, Georges, que je n'ai pas été malade. Gros savait qu'on n'était jamais malade sur ce tronçon du parcours. À terre, il commençait à faire chaud. La réverbération sur le sable obligeait à porter des lunettes fumées. Vous êtes marié? Non, ou plutôt pas encore. Ma fiancée viendra me rejoindre dans 3 mois après la saison des pluies, et nous nous marierons là-bas. Vous n'avez pas peur de lui laisser faire le voyage seul? Georges lui est tellement jaloux. Les Anglais marquaient quelque impatience, incommodés par cette voix perçante. Il est vrai que Gros et les Baudets étaient pour eux des nouveaux, car les autres arrivaient de Londres en caravane et ils avaient déjà une journée d'avion à leur actif de Brindisi à Alexandrie. À cause des Français, toutes les places maintenant étaient occupées et on ne pouvait déposer ses petits bagages sur les sièges. Départ. 2000 mètres d'altitude au-dessus d'une île s'étirant dans un désert de sable. Puis, après un quart d'heure à peine, les narines de Yette qui se pinçaient. Sans rien dire, Ferdinand Gros lui posa sur les genoux un petit baquet en carton, et l'instant d'après, elle vomissait. Il faisait chaud, on ne pouvait pas parler à cause du vacarme du moteur. Georges Baudet, tout pâle, bandait son énergie pour ne pas être malade, et il tint bon jusqu'à Assouan, où il se précipita dehors le premier à la recherche d'un petit endroit. « Derrière le hangar !» lui cria Gros. Ce n'était guère plus qu'un hangar en planche au milieu du désert, loin de la ville, dont on apercevait que les minarets. L'abrutissement commençait. Il était 2 heures de l'après-midi. Le sable brûlait sous les pieds. Un buffet était dressé comme à chaque étape. Et c'est ici que Gros disait à Yette, le seul moyen de se désaltérer est de boire du thé brûlant. Puis l'inévitable. « Tu entends, Georges ?» Le vieil Anglais souriait. Il était gros, cheveux argentés, et portait un complet de tweed. Cela suffisait à le situer. Au surplus, c'était un homme de la ville, et Gros aurait parié qu'il allait jusqu'à Cape Town. Par exemple, le gentleman qui avait 4 fusils à bord, malgré le prix prohibitif des excédents de bagages, se rendait sûrement à Nairobi pour chasser les grands fauves. Les 2 officiers empêtrés de clubs de golf et de raquettes de tennis allaient à Khartoum. De vrais colons, il n'y avait guère qu'un monsieur maigrichon, mal habillé, accompagné d'une Anglaise en noir. Gros l'avait entendu parler à ses compagnons de ses pommiers et de ses cerisiers. Donc ces terres étaient au Kenya, non loin de l'équateur, mais à 2000 mètres d'altitude, si bien qu'on y jouit d'un climat presque semblable à celui de l'Europe. « Je me réjouis d'arriver à Khartoum pour dormir, disait Yette, déjà vidé. À quelle heure y serons-nous, Ferdinand? Nous n'y arriverons pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? C'est écrit sur l'horaire. Je sais, voilà 5 fois que je fais le voyage, et les 5 fois, à cause des trous d'air ou du vent, ou d'autres choses, on a couché à Wadi Alpha. Tu entends, Georges? Il y a un hôtel au moins? Très confortable. C'était vrai. On s'arrêtait à 5 heures du soir sur un terrain désertique, et une camionnette emmenait les passagers vers un grand hôtel aussi clair et aussi propre qu'un sanatorium. Georges Baudet, qui oubliait du coup ses malaises, buvait force bière et proposait de visiter la ville. Il n'y a pas de ville, mais un village à plusieurs kilomètres. Il faut prendre un taxi. C'est cher? On vous demandera 2 livres. Alors on le voyait calculer mentalement. Les Anglais installaient une table de bridge. Yette commençait à se plaindre de tout, de la nourriture, de la boisson, et surtout que les domestiques nubiens ne comprissent pas un mot de français. Du moment que nous payons comme les autres, il n'y a pas de raison qu'on ne nous comprenne pas. Elle s'aigrissait, son mari lui aussi, à la vue de ces Anglais sur 2, qui ne prenaient pas garde à leur présence, qui les ignoraient totalement. Elle ne savait où se mettre ni que faire. Peut-être aussi se rendait-elle compte que les petites robes de fantaisie qu'elle avait faites exprès pour le voyage convenaient davantage à un pique-nique sur les bords de la Marne. Vous connaissez l'administrateur de Niangara? Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Ma concession est à une centaine de kilomètres. Vous avez une auto? C'est indispensable. Je l'ai laissée à Djouba, où nous quittons l'avion. Tu entends, Georges?
Et l'administrateur, quel homme est-ce? Il est marié? Oui, je crois que sa femme attend un bébé. Alors nous nous entendons car j'en veux un aussi. Georges prétend que c'est dangereux à cause du climat. Parbleu. Elle avait à peine assez de globules rouges pour résister seule à la température et elle s'obstinait dans son idée d'avoir un enfant. Tant pis, j'ai dit à Georges que c'était à prendre ou à laisser. Je sais que là-bas il n'y a aucune distraction, si je n'ai pas un enfant pour m'occuper. D'ailleurs, je parierais que c'est fait. Tenez, depuis Alexandrie. Elle donnait des détails d'un air provoquant, tandis que Georges détournait la tête. Et alors quoi? Je dis des cochonneries peut-être. Je suis naturel, moi. Le vieil Anglais souriait toujours. Son regard croisa celui de Gros, et ce fut Gros qui se trouva un tout petit peu gêné. Quel homme est-ce, l'administrateur? Vous verrez, il est jeune, il a une trentaine d'années. Vous croyez qu'il s'entendra avec mon mari et que je pourrai devenir l'ami de sa femme? C'est vrai que nous serons les seuls blancs. Et Gros, réticent, répétait, vous verrez. Le pays est joli. Est-ce qu'on peut répondre à des questions pareilles? Elle verrait, évidemment. Qu'est-ce que vous cultivez, vous? Du café. Ça rapporte? Jusqu'à présent, non. Ça lui avait coûté 400 000 francs et plus, car il faut 5 ans pour que les caféiers soient en plein rendement, mais... Vous avez des bêtes? Des éléphants. Hein? Vous avez des éléphants? Tu entends, Georges? Pour votre plaisir? Non, pour défricher. Vous en avez beaucoup? 3. Il y en a un, Tom Pouce, qui n'est même pas entravé et qui vient m'éveiller chaque matin. Il parla ce soir-là non loin des 2 tables de bridge. Il ne parlait pas pour ses interlocuteurs, mais pour lui, et plus encore pour le vieil Anglais qui, chaque fois qu'il faisait le mort, en profitait pour écouter. Celui-là connaissait l'Afrique, c'était certain. Il comprenait les nuances, il était au courant, par surcroît, de la question du café. Cela se voyait à ses regards. Quand les Baudets allèrent se coucher, Gros resta dans le hall avec l'espoir que la partie allait finir et qu'il pourrait bavarder avec le vieil homme. Mais la partie s'éternisait et il alla dormir à son tour. Réveil à 3 heures du matin. Puis le petit déjeuner. Yette encore endormie, qui ne s'était même pas débarbouillée et qui avait la peau luisante. Je sens que je serai encore malade, annonçait-elle. Il y eut 5 malades ce jour-là à cause des trous d'air dans lesquels l'avion faisait des chutes verticales. Puis ce fut Khartoum et son palace, où l'on ne parlait pas davantage français, et où Yette tiqua d'autant plus qu'il vint ôter de fort jolies femmes bien habillées. Ils ont une drôle de façon de comprendre l'Afrique, remarqua-t-elle. Elle bouda toute la soirée quand elle vit les hommes en smoking et leurs compagnons en robe du soir. 3e journée. Il fallait un effort de réflexion pour se rendre compte que c'était que le 3e jour. Les 9 Anglais étaient devenus de vieux amis. Il arrivait à Yette de tutoyer Gros par inadvertance. Les yeux picotaient. On mangeait par acquis de conscience. Georges Baudet ne s'était pas rasé. Maintenant, l'avion avait fait place à un hydravion car on survolait le Nil qui offrait de magnifiques plans d'eau. Je ne m'imaginais pas l'Afrique comme ça, prononçait Yette. C'est à peine si on a vu des nègres. Vous en verrez, n'ayez pas peur. On arrive ce soir à Juba, n'est-ce pas? D'après l'horaire, oui, mais d'habitude, un incident quelconque oblige à escaler à Malakal. Là, on dort dans les baraquements construits pour l'armée. Tous ensemble? Non, vous aurez une chambre pour vous 2. Le mari était jaloux, évidemment. Il avait fait de l'Afrique lui aussi, mais pour sa femme, cela ne comptait pas. Elle ne questionnait, n'écoutait que Ferdinand Gros. Tu entends, Georges? Parbleu. Gros était son maître. Gros était riche. S'il avait fait 3 ans à Matadi comme employé d'administration sans jamais seulement aller à 10 kilomètres de la ville, il ne serait pas aussi reluisant. Je voudrais voir ces éléphants. Tu sais qu'il a aussi un jeune lion? Georges haussait les épaules et se renfrognait. Encore des escales d'une demi-heure pour pomper de l'essence et recevoir un panier repas, un thermos de thé fade. On coucha à Malakal, effectivement. Pendant le dîner, Ferdinand écouta la conversation du pilote qui présidait le repas. « Qu'est-ce qu'il dit ?» interrogeait Yette, voyant que tout le monde semblait ému. « Attendez, il y a eu un accident. »« Où ça ?»« Chut !» Un peu plus tard, il expliqua. C'était un avion qui a disparu cette nuit dans la brousse. Un avion comme le nôtre, avec des passagers? Non, un avion particulier qui appartient à Lady Mackinson. Elle était à bord en compagnie d'un ami, le capitaine Phillips. Ils ont quitté le Caire presque en même temps que nous. Où est-il? Dans le Haut-Wellet, à 150 km de chez moi. Il existe là-bas une ferme d'éléphants dirigée par un Anglais original. Lady Mackinson était invitée. L'avion devait arriver hier au soir, mais il n'a pas atterri et n'a pas donné de ses nouvelles. Qu'avait-elle besoin de prendre un avion particulier? Grogna Yette. Les Anglais se montraient fort affectés, et l'un d'eux sourcilla devant l'attitude de la jeune femme dont il ne comprenait pas les paroles. Puis la machine fonctionna à nouveau, réveil à 3 heures, petit déjeuner, thé, coton dans les oreilles, vrombissement du moteur. Le désert devint moins montagneux, et dès midi, on survolait une brousse pelée vers laquelle, de 2000 mètres, on piqua brusquement. Y as-tu peur? Gros, qui ne pouvait se faire entendre, lui fit signe de regarder par le hublot et elle y resta cramponnée, tandis qu'on volait en rase-motte au-dessus d'un troupeau de girafes et d'antilopes. 1 heure plus tard, de la même manière, on mettait en fuite une bande d'éléphants que Ferdinand regardait à peine. Et Yette l'admirait de plus en plus. Il était toujours calme. Derrière ses lunettes de myope, ses yeux paraissaient éternellement sereins et immobiles. Les nègres m'appellent Mundele Ntalatala.
lui avait-il expliqué. Vous aurez votre surnom aussi, tout le monde a le sien. Qu'est-ce que le vôtre veut dire? Le blanc à lunettes. Tu entends, Georges? Et toi, comment t'appelait-il? Il se fit tirer l'oreille, grommela, celui qui a toujours soif. Mais Gros n'avait pas dit toute la vérité. En réalité, les indigènes donnent 2 sobriquets à chaque étranger. Le premier, qui n'est pas méchant, peut être prononcé devant lui. L'autre ne sert qu'entre noirs et correspond davantage à l'idée que ceux-ci se font du blanc. Or, Gros connaissait son surnom secret. Difficile à traduire d'ailleurs, mais signifiant à peu près « le blanc qui n'est homme qu'avec ses lunettes ». Et ça, de temps en temps, il les retirait furtivement pour les essuyer, et on eût été étonné de la transformation de son visage. Tout à coup, il ne paraissait plus que ses 28 ans, et il semblait que fondissent son assurance, son calme, sa confiance. Peut-être Yette aurait-elle retrouvé chez lui un peu de cette timidité, ou plutôt de cette humilité de son mari. Jouba, enfin, à 5 heures du soir, un poste comme les autres, des bungalows au toit rouge ou gris, des nègres demi-nus, et des officiers anglais en kaki. On abandonnait la caravane, et Gros serra la main du vieil homme avec qui il n'avait pas échangé 10 phrases. On a retrouvé l'aviatrice? Non. Les Baudets étaient perdus. Ils ne savaient que faire de leur bagage, ils ne savaient où aller ni comment continuer leur route. C'était la première fois que Georges Baudet venait dans l'Est et prenait l'avion. Ils n'avaient avec eux que de petites valises, et le reste à les suivre par bateau, si bien qu'ils resteraient 2 mois sans leurs effets de rechange. Ils en étaient toujours à errer dans Jouba et à discuter de questions budgétaires quand une torpédo s'arrêta près d'eux. Gros était au volant. « Voulez-vous que je vous dépose à la frontière du Congo belge? Nous y serons dans la nuit. » Yette insista pour s'asseoir devant, près de Ferdinand. Georges, grognon, s'installa derrière parmi les valises, et on roula sur une route assez bien entretenue. On découvrait toutes les demi-heures des villages nègres où Yette voyait enfin des indigènes à peu près nus. Il arrive, expliquait Ferdinand, que les phares immobilisent soudain un lion sur la route. Ce n'est pas dangereux? Il se range. Parfois il court devant l'auto. Body, enfin. Un parc. Dans ce parc, un vaste bungalow tenant lieu d'hôtel. On avait frôlé une borne frontière, mais Ferdinand décida « Nous ferons les formalités demain matin ». C'était moins collé monté que chez les Anglais. Le patron, un petit homme grisonnant, appelé Gros par son prénom, lui parlait de ses éléphants, du café, de gens qu'il connaissait. Georges Baudet était tout heureux de fumer du tabac belge, de boire de la bière belge. Au moment de se coucher, les Baudets étaient inquiets. « Je ne peux pas vous emmener car je ne prends pas la même route. Mais mercredi, vous aurez l'autobus pour Niangara. Il n'en passe qu'un par semaine. Quand vous reverra-t-on? Peut-être dans 8 jours, peut-être dans 1 an. » Ferdinand dormit dans un petit bungalow, les Baudets dans le bungalow voisin. Quand il partit à 6 heures du matin, il crut voir une forme se dessiner derrière la moustiquaire des Baudets. Désormais, il était chez lui. Les chefs des villages nègres venaient de saluer au passage. Au 3e village, on lui fit signe de s'arrêter, et on lui expliqua en bingala qu'une machine volante était tombée dans sa plantation. Il s'agissait de l'avion de Lady Mackinson. Les Blancs, avec leur télégraphe et leur radio, ne connaissaient pas encore la nouvelle, mais grâce au tam-tam, les Noirs de tous les villages étaient au courant. Dans son auto, Gros transportait des briquettes de sel qu'il distribuait aux indigènes comme on donne des bonbons aux enfants. Il était chez lui vraiment, non pas seulement en Afrique, mais dans son Afrique. Une Afrique qui ne ressemblait en rien à ces déserts survolés par l'Imperial Airways et qui ne comportait plus d'hôtels ripollinés comme des maisons de santé. Tel un villageois qui rentre au pays après un long voyage, il reconnaissait les gens au bord de la route, caressait un enfant qu'il avait soigné jadis, demandait de ses nouvelles à un vieux qui se traînait. Il n'était plus Ferdinand Gros, mais Mundele Ntalatala. Plus sûr de lui que jamais, avec ses lunettes, et il accélérait toujours davantage, comme pris de vertige à l'idée de revoir son chez lui là-bas, à 100, à 60, à 40 kilomètres. Une pluie fine, très douce, commençait à tomber au moment où Gros quittait la route pour s'engager dans un chemin qu'il avait construit avec ses hommes. La terre y était rouge comme de la brique, plus rouge encore à cause de la pluie, et des 2 côtés la verdure était plus verte, à peine bruissante sous les gouttelettes. Le ciel n'existait plus. C'était un plafond lourd et bas, lumineux comme du verre dépoli. L'univers était bas aussi. C'est à peine si le sol se vallonnait un peu. À part quelques arbres isolés, des fromagers pour la plupart, maigres et peu feuillus, la vie était tapie dans cette brousse, dans ces herbes hautes de 2 mètres qui parfois s'écartaient sans bruit et laissaient deviner la silhouette d'un noir immobile. Il était rare qu'on vît une hutte au bord du chemin, et pourtant il y en avait partout, mais en retrait, à 20 ou 30 mètres dans cette brousse, signalée seulement par la présence de bananiers aux feuilles pendantes. Ferdinand savait que tout le long du parcours, sa présence était annoncée, que des yeux guettaient dans la verdure. Le rythme de la pluie s'accélérait sur les herbes et sur les feuilles. Une petite négresse
nue passa, portant une feuille de bananier en équilibre sur la tête en guise de parapluie. Elle avait froid. Sa peau mouillée avait des frémissements. Maintenant, au lieu d'accélérer, Gros avait envie de ralentir pour mieux se laisser imprégner par cette paix lourde et naïve d'un monde blotti au ras du sol. Il souriait en évoquant son dernier retour. Il n'y avait qu'1 an alors que Camille était avec lui, un grand garçon osseux, un fils de paysan du Bourbonnais, qui sortait de l'école d'agriculture et que Gros avait emmené comme régisseur. Or Camille avait pris son titre au sérieux. Il n'avait pas fait la différence entre le Congo et le centre de la France. Quand Gros était revenu d'un séjour en Europe, il avait trouvé tous ces noirs, plus de 500, groupés devant le bungalow de briques orné de drapeaux et de banderoles. Des pétards l'avaient accueilli, de la musique, des danses, puis enfin le compliment enseigné patiemment à une gamine. Ce fut l'occasion d'une des rares colères de Ferdinand. Ainsi, cette fois, quand il passa près du marché, les indigènes n'osèrent-ils pas venir au-devant de lui. Ils étaient là, une trentaine, dans un espace un peu dégagé. Presque tous s'abritaient sous une feuille de bananier. Par terre, la marchandise, de petites tas de patates, d'igname, de tarots. Un silence incroyable et comme mesuré par le métronome de la pluie. Enfin, au moment où il découvrait un pan de mur rouge, Gros vit 2 blancs venir à lui. Chapitre 2. Rien que cette façon de se présenter. Personne, par exemple, à bord de l'avion, même les officiers de Khartoum, n'aurait pu se présenter avec cette désinvolture. Le capitaine Phillips. Je sais, dit simplement Gros. Et à cause de l'intrus, le pauvre Camille ne pouvait accueillir son maître comme il l'aurait voulu. Vous êtes déjà au courant de notre accident? C'est incroyable car il nous a été impossible de communiquer avec un poste quelconque. La moto de votre régisseur est en panne. Une bielle coulée, risqua Camille. J'ai envoyé un coureur à Niangara. À l'heure qu'il est, il doit être arrivé. Vous savez alors, reprit le capitaine Phillips, que Lady Mackinson est avec moi et qu'elle est blessée. Elle a la rotule gauche démise. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Ils marchaient posément, tous trois vers le perron. Camille était vêtu de toile brune comme les chasseurs de France, et comme eux, il portait des jambières de cuir. Le capitaine Phillips, lui, était en fine gabardine beige. « Permettez-moi d'aller demander à Lady Mackinson si elle peut vous recevoir. » Phillips s'élança vers l'intérieur, tandis que Camille murmurait « Il a bien fallu lui donner votre chambre. » La construction était vaste, carrée, couverte de tuiles rouges qui formaient une véranda tout autour de la maison. À l'intérieur, les murs étaient en briques, naturelles, et des fusils constituaient toute la décoration. « Vous avez fait bon voyage, patron ?» soupirait Camille, qu'on sentait navré de cette étrange réception. « Très bon. » Gros souriait parce qu'il percevait un léger bruit derrière le bâtiment. En se tournant vivement de ce côté, il aperçut un instant le bout d'une robe blanche à pois bleu. C'était Balidji, sa ménagère, qui n'osait pas se montrer. « Vous avez vu là-bas ?» Eh oui, Gros avait tout vu. Devant la maison, le sol descendait en pente douce jusqu'à une rivière et de l'autre côté sur la colline s'étalaient à perte de vue les plantations de café. Un arbre par-ci par-là rompait la monotonie des arbustes alignés, mais quelque chose qui n'était pas un arbre se dressait vers le ciel, la queue d'un avion. J'ai cru qu'ils étaient morts, je révisais le moteur quand c'est arrivé. Le capitaine Phillips était toujours dans la chambre occupée par Lady Mackinson et Ferdinand attendait. Non loin de l'appareil, il distinguait une vingtaine de nègres au travail et eut pour son compagnon un regard interrogateur. « Je me demande si j'ai bien fait, prononça Camille. Nous l'avions à peine transporté ici. » Et un coup d'œil vers la porte faisait comprendre de qui il parlait, qu'elle m'a demandé de dégager l'appareil coûte que coûte. Le capitaine, qui n'a que des égratignures, est retourné sur place. Il veut qu'on trace une route jusqu'ici, seul endroit, paraît-il, d'où l'avion puisse s'envoler une fois réparé. J'ai objecté qu'il fallait détruire au moins 300 caféiers de 5 ans. La porte s'ouvrit enfin. Phillips s'inclina comme il savait le faire. Lady Mackinson serait heureuse de vous connaître et de vous remercier. Camille resta dehors. D'abord, Gros chercha le lit des yeux, car on l'avait changé de place. Et en outre, on avait tendu devant les fenêtres des rideaux qui tamisaient la lumière. « Entrez, monsieur Gros. » Lady Mackinson parlait le français sans accent. Assise dans le lit, elle fumait une cigarette, et il y avait à sa portée un livre que Ferdinand reconnut. Les voyages du capitaine Scott. Vous devez être étonné de trouver votre maison occupée, n'est-ce pas? Buddy, passez-moi vos cigarettes. Vous savez que ce sont les dernières. J'espère que monsieur Gros a apporté une provision de cigarettes. Je ne fume pas, répliqua-t-il gauchement. Vous entendez, Buddy? Qui avait raison au Caire? Je voulais emporter quelques milliers de cigarettes. Et la place? Vous auriez pris un fusil ou un complet de moins. Maintenant, parlons sérieusement. Asseyez-vous, monsieur Gros. J'ai horreur de parler à des gens debout. Votre intendant a envoyé un coureur à Niangara. Croyez-vous qu'il soit déjà arrivé? Si le coureur est parti avant-hier, il est là-bas depuis ce matin. Donc la radio a annoncé que nous sommes sauvés. Niangara aura téléphoné à Stanleyville, où existe un poste émetteur. Alors, s'adressant à Phillips, elle dit en anglais, pourvu que James ne se soit pas embarqué. Puis elle s'empressa d'expliquer à Gros. Mon mari est attaché militaire à l'ambassade anglaise d'Ankara. À cette saison, il habite Istanbul, où sont mes enfants. Buddy, donnez-moi du feu. Et asseyez-vous. Quand je suis couché, j'ai horreur de vous voir si grand. Il était grand, en effet.
Large d'épaules, mince de taille, il avait le visage très allongé, le front haut mais trop étroit, et sa lèvre s'ombrageait de petites moustaches brunes qui faisaient ressortir la blancheur des dents. Vous ne m'en voulez pas trop, monsieur Gros, d'avoir annexé votre lit. Nous avons eu une chance exceptionnelle, Buddy. Je veux dire, le capitaine Phillips et moi. Vous connaissez la ferme des éléphants? Je la connais, ainsi que le major Crosby. C'est un vieux camarade. Depuis longtemps, il nous invitait à chasser avec lui. Comme je venais d'acheter un nouvel appareil de grand raid, j'ai pensé que c'était l'occasion de l'essayer, et j'ai emmené le capitaine Phillips, qui est un pilote remarquable. Pendant ce temps-là, Camille devait attendre patiemment dans le hall. Sur une table, Ferdinand aperçut un flacon de whisky et un thermos plein d'eau glacée. Avant-hier au soir, poursuivait Lady Mackinson, nous étions sur le point d'arriver quand soudain, à faible altitude, nous sommes entrés dans des nuages. La visibilité était nulle, la nuit n'allait pas tarder à tomber. Nous avons erré pendant 1 heure à la recherche d'une trouée. De temps en temps, nous descendions presque à toucher le sol pour reconnaître le terrain. C'est ainsi que nous avons aperçu votre maison. Nous avons tourné autour un bon moment, et nous avons décidé de nous poser aussi doucement que possible sur la colline. Un arbuste nous a fait piquer du nez. Vous êtes blessé, prononça poliment Gros, qui n'était pas en train. La rotule démise. Ça ne m'empêchera pas de repartir si on parvient à remettre l'appareil en état. Bien entendu, nous vous dédommagerons de tout ce dérangement et des arbres coupés. D'ailleurs, les gens de Niangara enverront sûrement le docteur. À moins qu'il ne soit en tournée, ce qui lui arrive souvent. Vous êtes sûr que la rotule soit démise? Certaine. Alors que j'étais petite fille, je me suis cassé un tibia et depuis lors, il ne se passe pas d'année que je ne me fasse une entorse. Je finis par connaître mes jambes. Ferdinand ne dit rien. Elle se tue aussi, marquant sans doute que l'entretien était terminé. Phillips d'ailleurs marchait vers la porte, et Gros sortit. Je vous verrai tout à l'heure, murmura le capitaine qui resta dans la pièce. Il était 4 heures de l'après-midi. Camille, qui attendait, retira la pipe de sa bouche. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Les deux hommes se connaissaient depuis toujours. À 10 ans, ils se tutoyaient et couraient ensemble la campagne. Le père de Gros était le plus important armurier de Moulins, au coin de la rue de Paris. Il possédait une ferme près de Chevagne, et Camille était le fils des métayers. Quand Ferdinand l'avait emmené au Congo, il pensait davantage à s'assurer un compagnon, un ami qu'un serviteur. Mais Camille n'avait pas pu se départir de son humilité. Il paraît, expliqua-t-il, que c'est une très grande dame qui a ses entrées au palais de Buckingham. Son mari a été longtemps aide-de-camp du prince de Galles. C'est le capitaine qui t'a dit ça? Comment sont-ils ensemble? Vous avez vu? Explique-toi. Je ne sais pas. Il lui baise la main et se montre très respectueux, mais elle l'appelle Buddy, et elle finit les cigarettes qu'il a commencées. J'ai donné ma chambre au capitaine. La maison n'était pas grande. La moitié en était occupée par une sorte de hall qui servait à la fois de salon et de salle à manger. Derrière, il n'y avait qu'une cuisine et 2 chambres. Pour les bains, on apportait une baignoire de zinc qu'il fallait remplir avec des casseroles d'eau chaude. Je dresse mon lit ici, dit Camille. Tu dresseras le mien aussi. Il souriait à nouveau parce que quelqu'un bougeait dans la cuisine, Balidji évidemment, qui attendait toujours que son maître voulût bien s'occuper d'elle. C'était une logo de 15 ans, longue et souple, la seule du pays à porter une robe de cotonnade sur son corps nu. Et si Ferdinand souriait, c'est que ça lui rappelait un autre. Tu entends, Georges? Où était-ce encore? Probablement à Khartoum un soir entre 2 avions. Viette Baudet posait des questions comme toujours. Vous êtes resté 5 ans seul au Congo sans tromper votre fiancée? Vous n'avez pas fait la cour à une seule négresse? Il avait répondu simplement, j'ai une ménagère comme tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout. Il aurait dû comprendre en la voyant se tourner vivement vers son mari. Tout quoi? Vous couchez avec elle? Parbleu, je crois qu'il serait difficile de faire autrement. Et votre fiancée? Elle le sait, bien entendu. Elle n'est pas jalouse? Il n'y a pas de quoi être jalouse. Quand elle viendra, ma petite ménagère se mariera dans un autre village. C'est alors qu'elle avait articulé son « Tu entends, Georges ?» « J'entends, avait-il balbutié. Ferdinand est franc, lui au moins. Dire que tu m'as juré que tu n'as jamais touché à une négresse et que je t'ai cru. Pauvre Georges, pauvre Yette, qui devait arriver maintenant à Niangara et faire la connaissance de l'administrateur Costemance. Les éléphants, demanda Ferdinand sautant d'une idée à l'autre. Ils vont bien. Tom Pouce a été un peu malade, mais il est guéri. Gros avait envie de rejoindre tout de suite Balidji, mais il valait mieux ne pas montrer trop d'empressement. Marchons, dit-il en décrochant sa cravache. Pourquoi son âme était-elle un peu voilée comme le ciel? Les autres fois, quand il revenait d'Europe, il se roulait littéralement dans la quiète et lourde atmosphère de sa plantation, comme des enfants en vacances se roulent dans le foin. Il pleuvait toujours, et le soleil était invisible. Camille portait néanmoins son vieux casque, tandis que Gros, lui, avait adopté le feutre à double front. C'était une nuance que le vieil Anglais de l'avion, par exemple, avait certainement remarquée. Seul à bord, Gros portait un feutre sans romantisme, sans poésie. Il n'était pas en voyage, ni même en résidence en Afrique. Il y était chez lui. Les accus, s'informa-t-il comme il marchait vers la rivière. Il faudra remplacer une des batteries qui ne tient plus la charge. J'ai fait réparer le toit de l'infirmerie.
C'est en descendant la pente qu'on découvrait que le bungalow n'était rien, que l'œuvre de Gros était ailleurs. Comme il existait une chute d'eau de 6 mètres, il y avait installé une turbine et une usine électrique. Aussitôt derrière, on voyait la briqueterie, puis d'autres bâtiments, un entrepôt, la forge, la menuiserie, l'économat, l'infirmerie. Tout cela était propre et ordonné avec des clés numérotées sur les portes. Du village, on ne distinguait que des toits coniques dans la brousse. Elle n'a pas l'air de souffrir, remarqua-t-il soudain. Elle est ainsi depuis le début. Je ne voulais pas croire à un accident grave tant elle restait calme, même quand on la transportait sur les brancards. Elle prétend qu'elle a l'habitude. Qui prépare ses repas? Le capitaine Phillips. Elle ne veut rien manger qui ait été touché par une négresse. Il n'aurait pas pu dire ce qu'il ressentait. Si on avait demandé son impression à Camille, il aurait sans doute répondu « Le patron n'est pas dans son assiette, quelque chose de contrarie ». Mais c'était pas de la contrariété non plus. Gros était un peu comme il était à Moulins quand sa sœur lui disait « À quoi penses-tu » Et sa mère ne manquait pas d'ajouter « Tu ne vois pas qu'il ne s'amuse plus chez nous, qu'il ne rêve que de là-bas ?» C'était vrai. Et pourtant tout le monde l'accueillait à bras ouverts. Sa sœur, mariée au docteur Forget, donnait des dîners pour réunir autour de lui ses anciens amis. « Il fait très chaud au Congo ?» lui demandait-on. Il les faisait rire aux éclats en répondant l'air absent « Très chaud? Je ne sais pas, cela dépend. » Les négresses sont jolies? Elles sont bien. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Oui. Qu'est-ce qu'il y faisait? Il n'en savait rien. Il y avait toujours du travail, mais ce n'était pas possible à expliquer. Enfin, dis-nous au moins comment est ta maison. C'est une maison en briques. On riait de plus belle. Après 15 jours, malgré la présence de sa fiancée, il ne pensait plus qu'à repartir. Il les aurait fait rire bien davantage en avouant que son sentiment procédait de l'inquiétude plus que toute autre chose. Il en était déjà ainsi quand il fréquentait le lycée. On le prenait pour un bûcheur parce qu'il était toujours enfermé dans sa chambre. Et certes, il travaillait, raflait tous les premiers prix. Mais il ne travaillait pas pour travailler. Ce dont il avait besoin, c'était de cette chambre bien close, aux 4 murs familiers, rassurants, aux objets toujours les mêmes. À peine dehors, il se sentait en déséquilibre. Il devenait inquiet, d'une inquiétude vague, sans motif. Si on lui adressait la parole, il regardait ailleurs, et les uns disaient qu'il était timide, d'autres prononçaient le mot sournois. C'était faux. Il admirait son père, Évariste Gros, toujours vêtu de noir, toujours tapi au fond du vaste magasin, s'avançant de sa démarche de goûteux, dès qu'un client entrait, en dépit de la présence de 3 commis. « Comment allez-vous, mon cher comte? Vous avez chassé hier chez la marquise ?» Car il avait la clientèle de tous les hobereaux du pays. Il les traitait avec une familiarité déférente dont son fils s'émerveillait. « Alors, Lucas, et ce procès? Paraît que les lapins t'ont mangé 3 pièces de luzerne. » Les fermiers étaient ses amis aussi, et les gardes à qui il réservait une ristourne, et même les braconniers qui lui racontaient leurs plus beaux coups. Ferdinand, lui, était incapable d'appeler quelqu'un mon vieux. En parlant des petites femmes d'un cabaret chantant, ses camarades disaient « des poules ». Pour lui, c'était des femmes, et il ne pouvait les appeler autrement que madame. Il tutoyait rarement sa fiancée, qu'il connaissait pourtant depuis son enfance. C'était la fille du notaire Tassin, le notaire de la famille, qui dînait tous les mercredis à la maison. Vers 15 ans, il rougissait chaque fois qu'il voyait Émilienne, alors âgée de 13 ans. À 18 ans, on avait murmuré qu'elle allait épouser un officier de la garnison, puis des années avaient passé sans que le mariage eût lieu. Or, après 3 ans de Congo, alors qu'il passait quelques semaines chez lui, il avait été fort étonné d'entendre sa mère lui dire « Tu devrais aller dire bonjour à Émilienne. À chaque courrier, elle vient me demander de tes nouvelles. Tu n'as donc jamais rien remarqué ?» Voilà comment cela s'était fait. Maintenant, il était fiancé, et Émilienne Tassin le rejoindrait bientôt après la saison des pluies. Elle était calme, comme lui. Elle avait 27 ans. Il lui avait donné la liste de toute une série d'ouvrages sur le café, la vanille et sur l'économie politique. « Vous ne m'en voulez pas d'avoir laissé abattre les caféiers, risqua Camille. Il y avait si longtemps que tous les deux se taisaient que Ferdinand sursauta. Ils étaient toujours devant la chute d'eau. Ils ont pour ainsi dire ordonné, poursuivit Camille. C'était désastreux. Ce chemin qui ne servirait qu'une fois pour dépanner l'avion cachait tout le paysage, ouvrait une large tranchée rougeâtre dans la belle verdure de la colline. Vous avez vu mes parents? Je suis allé à la ferme, oui. Ta sœur Hortense va avoir un bébé. Déjà? Et mon père? Il se maintient. Toujours le vin blanc? Comme avant. Il vaut mieux ne pas le contredire quand vient le soir. C'est un brave homme quand même. L'idée que là-bas, dans sa chambre, cette femme et le capitaine Phillips, il leur en voulait. Il grommela néanmoins. Tu ne leur as pas dit que je suis un peu médecin? Je n'ai pas osé. Gros avait fait quelques études de médecine et surtout, depuis 6 ans, il avait pris l'habitude de soigner ses travailleurs et leurs femmes. C'est lui qui présidait aux accouchements difficiles et quand un nègre avait eu le bras arraché par un crocodile, il avait réussi l'amputation. Au fait, notre vieux Potam est toujours là? Son regard cherchait sur la rivière en amont. Depuis 3 ans, un hippopotame vivait de ce côté, et on en était arrivé à en parler comme d'un animal domestique. Il était plus facétieux que méchant, et sa grande joie était de retourner les pirogues d'un coup de nez, puis de regarder les noirs se débattre dans l'eau. Vous le verrez demain matin, à cette heure-ci il doit dormir. Tant pis, il se décidait, il marcha à grands pas vers le bungalow, frappa carrément à la porte de sa chambre. Le capitaine Phillips s'entrebâilla lui. Je voudrais vous parler un instant.
Quand il prenait une décision, il était plus que catégorique, à cause de l'effort qu'il devait faire. Le capitaine le rejoignit sous la barza. « Il faut que je vous entretienne de Lady Mackinson. D'après ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle s'attend à l'arrivée du médecin. Non seulement c'est improbable, car il est presque toujours en tournée, mais il serait préférable qu'elle ne lui témoignât pas trop de confiance. Il avait dit témoignât, et il s'en voulait de châtier son langage. Ce n'est pas un bon médecin. Il l'a peut-être été jadis, mais l'habitude des nègres, la bière... Je n'ai évidemment pas mes diplômes, par contre, les accidents, ici, sont choses courantes, et si Lady Mackinson voulait me faire confiance... Vous permettez un instant ? Comme le chambellan de quelques monarques, Philps disparut dans la chambre où on fut près d'un quart d'heure à chuchoter. Les lampes s'étaient allumées car il était 6 heures. Balijit commençait à faire du bruit dans la cuisine, espérant ainsi attirer l'attention de son maître. Et Ferdinand pestait contre sa propre nervosité, regrettait l'offre qu'il avait faite. Il était là chez lui, comme dans une antichambre. Pour tromper son impatience, il commanda à Camille, qui l'avait suivi, « Va me chercher tout ce qu'il faut à l'infirmerie. Apporte aussi 2 ampoules de Novocaïne. » Ils hésitaient, évidemment. Ils n'avaient qu'une confiance relative. La porte pourtant finit par s'ouvrir. « Vous voulez venir un moment ?» Lady Mackinson fumait toujours. Comme elle était assise, le dos appuyé à 2 oreillers, Gros remarqua qu'elle portait un pyjama de soie très fine, qui laissait deviner un corps mince, des seins pointus de jeune fille. « Laissez-nous, Buddy. » Et elle attendit que le capitaine eût refermé la porte derrière lui. Après quoi, elle posa longuement le regard sur Gros, ferma à demi les yeux à cause de la fumée de sa cigarette, articula enfin « Retournez-vous un instant. » Il entendit le froissement des draps, du pyjama dont elle retirait la partie inférieure. « Je verrai tout de suite si je peux avoir confiance. Venez. » Elle fumait toujours. Le drap voilait le milieu du corps, laissant à découvert 2 cuisses longues, des jambes fines dont l'une était serrée dans un bandage. « Allez-y, attendez, donnez-moi une cigarette. » Elle fumait nerveusement tandis qu'il retirait l'appareil. Il expliquait. « J'ai fait prendre de la Novocaïne à l'infirmerie. Je pourrais provoquer une anesthésie locale. » Et elle, la voix un peu saccadée, « Dépêchez-vous. » Il entr'ouvrit la porte pour réclamer de l'eau chaude. « Le capitaine pourrait m'aider, dit-il. »« Non, » trancha-t-elle sans donner d'autre explication. « Bien. » Elle fumait de plus en plus nerveusement. De temps en temps, elle poussait un soupir de douleur. « Je vous fais mal ?»« Non. » Elle était maigre et sa peau était brunie par le soleil. Les muscles jouaient, longs, étirés. « Je vais vous faire souffrir quelques instants. Mais taisez-vous donc, s'écria-t-elle avec impatience. Elle tint bon jusqu'au bout. Comme il montait l'appareil de plâtre jusqu'à mi-cuisse et qu'il était forcé de relever le drap, il eut encore la maladresse de murmurer « Excusez-moi ». Puis il rougit, il ne savait plus. Il avait hâte d'en finir. Elle disait pendant ce temps « Quand pensez-vous que l'avion sera ici ?»« Je vais mettre 2 éléphants en chantier, en 3 jours au plus. » Gagnez autant de temps que vous pourrez, n'est-ce pas ? N'était-ce pas lui signifier qu'elle avait hâte de s'en aller ? Il se redressait. Elle réclamait un miroir, arrangeait ses cheveux d'un blond roux. « Passez-moi le peigne, voulez-vous ? » « Bien. Attendez. Maintenant faites entrer le capitaine. » Celui-ci, en s'approchant, lui lança un regard interrogateur auquel elle répondit en disant « Il a fait cela correctement. » Et Ferdinand, maladroit, ramassait les bouts de pansement, la seringue, l'ampoule brisée, le récipient d'eau chaude. « Vous me direz ce que vous désirez manger. »« Merci. Buddy s'en occupera avec vous. » Il n'avait qu'à s'en aller. De dos, il dut paraître piteux à Lady Mackinson car elle lui lança au moment où il allait franchir le seuil. « Encore merci, vous avez été très bien. » Elle pleure, dit Camille à mi-voix, avec malgré lui un léger accent de reproche. « Oh, laisse-la pleurer. » Ils étaient tous les deux dans le hall à manger en tête-à-tête. Autour d'eux, le décor rappelait assez celui d'un pavillon de chasse. Philp venait de passer, portant lui-même sur un plateau une boîte de poulet engelé et une bouteille de Bordeaux. Les Anglais, comme disait Camille, mangeaient dans leur chambre dont la porte avait une façon presque vexante de se refermer sitôt entr'ouverte. « Bon appétit » avait pourtant lancé le capitaine en passant. Gros et Camille, eux, mangeaient la soupe comme tous les soirs. Ensuite, il y avait un poisson qu'on avait pris l'après-midi dans une nasse. Justement, après la soupe, Balijit n'était pas venu pour desservir et apporter le poisson. Camille s'était rendue à la cuisine. « Elle pleure », annonçait-il maintenant. « Elle ne veut pas venir. Laisse-la pleurer. » Il avait mis les coudes sur la table, ce qui ne lui arrivait jamais. Quand Balijit avait servi la soupe, il s'était contenté de lui dire bonjour. De temps en temps, on entendait un sanglot étouffé, et le regard de Camille n'arrivait pas à se faire approbateur. « Ça n'est pas correct », prononça Ferdinand comme pour lui-même. « Qu'est-ce qui n'est pas correct ? Ce sont des Anglais. Ils n'ont pas les mêmes idées que nous sur ce sujet. » « Au sujet de quoi ? De Balijit ? Essaie de lui expliquer. Ils n'en ont plus que pour 2 ou 3 jours. » Il ne voulait même pas aller à la cuisine pour en parler à la petite négresse. Camille le ferait pour lui. Il ne pouvait tout de même pas la faire venir cette nuit dans le hall. « Les Anglais sont si difficiles, » grommela Camille avec un regard à la porte close. « Ils n'ont jamais de rapport avoué avec une indigène. »« Avoué » répéta Camille, qui à son tour manifesta de la mauvaise humeur, car lui aussi était affecté par toutes ces histoires. C'est à peine si Gros lui avait parlé de ses parents. « Au fait, ma sœur ne vous a pas remis une lettre ? Elle est dans ma valise, je te la donnerai demain. » « Demain ?»
Alors qu'autrement on eût vécu une soirée inoubliable comme on n'en vivait qu'une chaque année, à ouvrir les valises, à en extraire les lettres, les menus objets achetés en Europe, les cadeaux pour Balidji, pour Camille, pour le vieux Waraga, le père de Balidji, qui était capable, après 3 ans d'apprentissage, de s'occuper de l'usine électrique. Ferdinand n'avait même pas pensé à dire à Camille s'il avait obtenu ou non la prime d'exportation du café. « À quelle heure se couche-t-il » demanda-t-il. « Se coucher, je n'en sais rien, mais il ne se quitte guère avant minuit ou 1 heure du matin. Encore heureux s'il ne me réveille pas 2 ou 3 fois pour réclamer de la glace. Hier, il a fallu que je me relève parce qu'ils avaient découvert une grosse araignée qu'ils n'osaient pas toucher. J'ai dû l'acheter dehors sans la tuer. Il paraît que la lady est superstitieuse. » Et Camille s'immobilisa, se renfrogna, car on venait d'entendre un nouveau sanglot de Balidji. Va lui dire qu'à cause des Anglais. Oh puis non, tiens. Il se leva, ouvrit la couverture grise de son lit de camp. On se couche. Tu éteins ? Si vous voulez. La pièce sombra dans l'obscurité. Bali, appela à mi-voix Gros qui se servait volontiers de ce diminutif. Camille, cherchant la bonne position, faisait grincer le sommier métallique de son lit. Une ombre traversait la pièce. Des formes se mouvaient, puis on n'entendait plus rien que des respirations, tandis que, seul foyer lumineux, s'étirait un ray de clarté sous la porte des Anglais. Chapitre 3. Ferdinand avait les yeux fermés, certes, mais il ne dormait pas. Il continuait à voir, oui, à travers les paupières, le long trait de lumière sous la porte de Lady Mackinson. Et soudain, cette lumière s'éteignit. On pourrait prétendre qu'il avait rêvé, qu'il s'était assoupi à son insu. Il était sûr du contraire, et il pouvait même fixer à 11 heures environ le moment où l'obscurité s'était faite. De temps en temps, Camille, qui lui dormait profondément à l'autre bout de la pièce, se retournait tout d'un bloc, avec l'air de vouloir écraser le lit de camp, poussait un soupir d'homme accomplissant un effort formidable. Quant à Balidji, personne n'aurait pu dire si elle dormait ou si elle ne dormait pas. Roulée en boule, elle avait les 2 pieds sur la cuisse de Gros. On ne l'entendait pas vivre, pas respirer. Mais sans doute ne gaspillait-elle pas en sommeil 1 heure aussi rare. Après l'extinction de la raie lumineuse, Ferdinand put s'endormir enfin profondément. Quand il se réveilla en sursaut, il venait de très loin, et il se mit sur son séant, regarda devant lui avec des yeux qui faisaient peur. « I'm sorry », murmura le capitaine Phillips surpris. « Je vous demande pardon. » Voilà. En sortant de la chambre de Lady Mackinson, la montre de Gros marquait 2h10 du matin, il avait tourné machinalement le commutateur électrique. Et Ferdinand, en se dressant comme il l'avait fait, avait dévoilé la négresse roulée en boule au creux des draps. « I'm sorry ». Il éteignit, rentra chez lui, tandis que Camille, non réveillée, poussait un grognement, se soulevait pour un nouveau retournement. « I'm sorry ». Balidji était éveillée, évidemment. Elle ne bougeait pas, n'osait plus respirer. Elle savait que ça n'aurait pas dû arriver, quand cela ne devait jamais arriver. Quant à Gros, il pensait, et c'étaient des pensées hargneuses, qu'il n'aimait pas. 1/4 d'heure durant, il toléra la négresse près de lui, puis il murmura comme elle s'y attendait, « Va chez toi », car elle avait sa natte par terre dans la cuisine près du fourneau à gaz de pétrole. Les nuits équatoriales ont toutes la même longueur. D'un bout de l'année à l'autre, le soleil se lève à 6 heures. Quand Camille s'éveilla, Ferdinand était déjà debout, déjà vêtu, déjà dehors, à marcher vers le hangar aux éléphants. Il ne pleuvait pas. On devinait la boule jaune du soleil derrière l'écran de nuages, et des reflets semblaient faire éclater les flaques d'eau. C'était le seul défaut de Camille. Sous son complet de toile brune, il portait longtemps la même chemise et il était rarement lavé. Cela ne le gênait pas de dormir tout habillé et de vaquer aussitôt à ses occupations, après s'être à peine débarbouillé le visage, si bien qu'il sentait la sueur. Quand il pénétra dans le hangar, Tom Pouce, la peau frémissante de plaisir, prenait de tout petits morceaux d'igname dans la main de Ferdinand, qui regardait l'énorme animal en pensant à autre chose. « Qui as-tu envoyé comme coureur ?» Maki. La dernière fois, il a fait ses 80 km dans la journée. Il attend sans doute l'administrateur ou le médecin pour revenir avec lui en auto. À 6h30, un coup de cloche réunissait les Noirs devant les bâtiments du bas, et Camille les passait en revue comme à la caserne, tandis que Ferdinand se tenait à l'écart. Il intervint au moment où il allait envoyer les travailleurs sur les divers chantiers. Mais tout le monde à l'avion, qu'on en finisse. Et, toujours soucieux, il alla là-bas inspecter l'appareil dont le nez était enfoncé dans la terre rouge. Il prit lui-même une bêche pour dégager l'hélice, constata qu'elle était cassée, et s'éloigna en haussant les épaules après un coup d'œil jeté à l'intérieur. Une cabine aussi confortable qu'une auto de luxe, au siège en cuir vert pâle. Il regagnait la maison quand il fut rejoint par le capitaine Phillips, toujours impeccable. « Je suis confus de vous faire dormir sur un méchant lit de camp, » fit le capitaine maladroit. « Dites donc, où cet avion a-t-il été construit ?» Près de Londres, il n'y en a encore que 2 du même type. Le premier appartient à Amy Mollison, qui a battu le record du parcours Londres-Le Cap. Vous avez une hélice de rechange ? Évidemment non. Dans ce cas, voulez-vous me dire comment vous comptez vous envoler ? Le ton, malgré lui, avait été agressif, presque grossier. L'hélice est vraiment cassée ? Parbleu, depuis 2 jours, vous n'avez seulement pas eu la curiosité d'examiner votre appareil.
Le capitaine Philps était intimidé. D'un seul coup, il venait de perdre son assurance, et on s'apercevait ainsi que, sous son aisance élégante, se cachait un être inconsistant, très jeune, qui rougissait encore. « Je suis resté près de Lady Mackinson, murmura-t-il. Justement, je venais vous dire qu'elle vous demande, qu'elle serait heureuse si vous vouliez bien. » Ferdinand regagna la porte sans répondre, frappa un coup sec et entra. « Bonjour, monsieur Gros. Je suis désolé de tout le dérangement qu'on vous donne. » Était-ce une allusion au coup du commutateur? Gros n'avait rien d'aimable. Il regardait la jeune femme assise dans son lit près d'un plateau qui supportait les restes de son déjeuner. Elle avait allumé sa cigarette. « Asseyez-vous, je vous prie. »« J'ai très peu de temps, répliqua-t-il. Je désirais surtout savoir quelles sont vos intentions. » Et il restait debout, le front buté, tandis qu'elle l'examinait avec surprise. « Que voulez-vous dire? Je suppose que vous n'ignorez pas que l'appareil est inutilisable, l'hélice est cassée. Vous êtes sûr ?» Elle sourit elle-même de la singularité de sa question, puis elle ajouta avec un drôle de regard. « Il faudra que je télégraphie à Londres pour en faire venir une autre. » Elle se moquait de lui, il en était sûr. Elle avait percé à jour sa volonté d'être désagréable, et elle le poussait malicieusement. Pour peu qu'ils aient une hélice toute prête, voyons, par l'Imperial Airways, il faut compter une semaine. Au fait, vous ne m'avez pas demandé si j'ai souffert cette nuit. Il avait le choix entre deux attitudes, se rendre, c'est-à-dire redevenir naturel, ou s'entêter dans sa mauvaise grâce. C'est ce qu'il fit, un peu trop grossièrement, en ripostant. Le capitaine Philps m'a déjà renseigné. Il eut comme une petite pointe dure dans le regard de la jeune femme. Un instant, elle hésita. « Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir ?» finit-elle par prononcer. Il fut tiré d'affaire par le klaxon d'une auto, sorti précipitamment et reconnut devant le perron la voiture de l'administrateur de Niangara. Un nègre en tricot noir et jaune, c'est-à-dire un prisonnier, était au volant. De l'auto, le jeune homme en blanc qui descendait, le corps courbattu, n'était autre que Georges Baudet, le mari d'Yette. « C'est vous qu'on a envoyé, s'étonna Gros. » Le capitaine Philps était là, se présentait au nouveau venu avec sa solennité habituelle. « On m'a fait rouler toute la nuit, grommela Baudet. À certains moments, on voyait luire des yeux des fauves devant l'auto, et le nègre avait plus peur que moi. Pourquoi Costemance n'est-il pas venu en personne ?» Baudet haussa les épaules. « Vous ne m'aviez pas dit que c'était un demi-fou. Hier, pour mon premier jour, il m'a fait venir au bureau à 6 heures du matin. Vers 11 heures, comme je retirais ma cravate et mon veston, il a murmuré avec son accent bruxellois. « Où est-ce que vous vous croyez ici, jeune homme? Vous n'êtes pas à la kermesse, savez-vous » ? « Balidji, appela Gros, sers de la bière sous la barza. » Et, dans la chambre, la voix de Lady Mackinson appelait Philps, car la jeune femme ne savait pas ce qui se passait. « C'est lui ?» questionna Baudet en désignant la silhouette du capitaine qui disparaissait. Il cria des ordres en bangala, et le chauffeur noir lui apporta une serviette bourrée de papier. « À votre santé, je meurs de soif. » Et de chaud, il ruisselait de sueur. Il soufflait, buvait avidement sa bière qui allait le faire suer et souffler davantage. Quand votre coureur est arrivé, au fait, qu'est-il devenu? Nous l'avons laissé à 20 kilomètres d'ici où il a un frère qu'il voulait voir. Donc Costemance a tout de suite téléphoné à Stanleyville. Il paraît qu'aucun avion de tourisme n'a sollicité, ni par conséquent reçu une autorisation de survol du Congo belge depuis le début de l'année. Alors, conclut piteusement Baudet, je suis chargé de faire une enquête et jusqu'à nouvel ordre d'empêcher l'appareil de repartir. Ce sera facile, il n'a plus d'hélice. On m'a remis un questionnaire. Savez-vous seulement si Lady Mackinson a un passeport avec les visas réguliers? Je dois aussi m'assurer, au cas où ils auraient des armes, s'ils ont accompli les formalités nécessaires. Comment va votre femme? Mal. Hier, elle a voulu rendre une visite de politesse à Madame Costemance. Celle-ci lui a fait dire par le planton qu'elle l'inviterait dès qu'elle pourrait la recevoir. Vous connaissez Yette? Elle attendait sous la barza. Elle devinait l'autre qui chuchotait derrière la porte, et elle lui a crié quelque chose comme « Dans ce cas, adieu ma vieille !» Et Baudet, lugubre, se versa un nouveau verre de bière, puis se leva en demandant « Je peux voir Lady Mackinson ?» Gros se contenta de lui montrer la porte de la chambre, puis il en profita pour aller examiner le moteur et les accus près de la chute d'eau. Il savait qu'on le rappellerait, mais il ne se doutait pas que l'attente durerait aussi longtemps. 1 heure durant, il tripota le moteur, puis il n'eut d'autre ressource que de regarder par la fenêtre les noirs qui travaillaient à établir un chemin pour l'avion. Le soleil avait percé, mais comme toujours, c'était un soleil lourd, qui donnait une lumière plus grise que dorée. Gros était dans un état qu'il n'aimait pas et qu'il connaissait bien, tout en étant incapable de le définir. C'était comme un état d'attente, presque d'alarme. Quelque chose en lui était en éveil, pressentait une catastrophe dans le sens qu'il donnait à ce mot. Car une catastrophe pour lui, c'était un déséquilibre, c'était d'être troublé, arraché à sa quiétude par un événement imprévu. Alors il se morfondait, et il lui venait comme le vertige de la gaffe. Ainsi, quand il avait dit à Lady Mackinson, que faisait-il là à attendre en feignant de travailler? Il aurait rougi si Camille l'avait surpris, car Camille savait qu'il n'y avait pas à toucher au moteur. « Hello !» cria une voix qui lui était particulièrement désagréable, celle du capitaine Philps. Il se tourna vers le bungalow. Philps, le casque sur la tête, les mains en cornet, l'appelait à tous les échos. « Hello, Gros !»
Il leur joignit sans se presser et le capitaine expliqua après un regard à l'intérieur. « Lady Mackinson veut que j'aille moi-même à Niangara pour expédier des télégrammes. Cet employé a des instructions ridicules et Lady Mackinson va se plaindre à Londres. » Baudet, confus, sortait de la chambre, faisait signe à Gros de venir lui parler au fond de la pièce. « Elle est furieuse, souffla-t-il. Il paraît qu'elle est apparentée à la cour d'Angleterre. Moi, j'ai des ordres, vous comprenez. Vous avez vu les papiers du capitaine Philps ? Oui. Un aventurier ? Jamais de la vie. C'est le fils de Philps et Philps, les gros armateurs et marchands de Nouvelle-Zélande. Nous avons croisé un de leurs bateaux en Méditerranée. J'ai fait ce que j'ai pu. » Il but encore une pleine bouteille de bière avant de s'en aller en compagnie de Philps, qui tint à prendre lui-même le volant. La porte de la chambre était restée entr'ouverte. La voix de Lady Mackinson appela. « Monsieur Gros, vous êtes là, monsieur Gros ?» Il eut malgré lui un fugitif sourire, se montra, s'étonna de l'avoir assise au bord du lit, une jambe raidie par son appareil. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'insurgea-t-il. « Venez m'aider. Appelez votre employé. Dites-moi ce que vous voulez faire. Allez m'asseoir près de vous sous la barza. J'étouffe dans cette chambre. Où est-il votre employé ?» Ils la portèrent à deux, et elle s'étendit dans un fauteuil pliant, fut un bon moment sans parler, les yeux clos, un moment que Ferdinand mit à profit pour examiner attentivement son visage. Toujours cette même impression de déséquilibre. Il pouvait regarder avec calme le visage d'Émilienne Tassin, sa fiancée, le visage plus pétillant de sa sœur qui riait toujours, le visage de ses cousines. D'autres femmes, il n'avait jamais voulu en connaître, et justement pour ne pas risquer de perdre cet équilibre qui lui était indispensable. Il avait dit nettement, simplement à Émilienne quand elle lui avait demandé s'il avait eu d'autres amours avant elle. « J'ai toujours eu des femmes que j'ai payées. » C'était tellement plus sûr. Les paupières de Lady Mackinson étaient si fines qu'il voyait frémir le globe de l'œil, deviner la place des prunelles. Ses narines battaient à cause de l'effort qu'elle venait d'accomplir, peut-être de la douleur. Elle était frêle, mais pas à la manière des filles anémiques qu'il avait rencontrées. On la sentait saine, au contraire, vigoureuse. La peau habituée au soleil avec un ton chaud, un grain uni. Et ce qui bouleversait le plus Ferdinand, c'était un mélange de jeunesse et de maturité. Il savait qu'elle avait 2 enfants, dont une fille de 8 ans, mais la maternité n'avait pas laissé chez elle les mêmes traces que sur sa mère ou ses tantes à lui. Encore une chose qui confusément le révoltait. Pour lui, depuis l'enfance, une femme qui avait un enfant n'était plus une femme mais une mère, et elle devenait par le fait un être quasi sacré. Or, cette nuit, la lumière s'était éteinte dans la chambre, et le capitaine Philps n'était sorti que 2 ou 3 heures plus tard. Si bien que Ferdinand en arrivait naïvement à chercher dans le cerne de ses yeux comme les traces de ses étreintes. « Vous en voulez toujours ?» demanda-t-elle, avant d'ouvrir les yeux, tandis qu'un sourire détendait ses lèvres. Elle n'attendit pas la réponse. Elle se réveilla tout à fait, secoua ses cheveux fauves. « Je vous demande pardon, c'est passé. Il m'arrive rarement de me mettre en colère, mais ces fonctionnaires avec leurs règlements. Ne parlons plus de ça. Philps est allé tout arranger. Demain, on viendra nous présenter des excuses. Donnez-moi une cigarette, voulez-vous ?» Elle le suivit des yeux tandis qu'il allait prendre l'étui de platine, si plat qu'il ne paraissait pas pouvoir contenir des cigarettes. « Vous ne fumez jamais ? Et vous ne buvez pas, je parie. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'indulgence pour les défauts des hommes, n'est-ce pas ? Encore moins pour les défauts des femmes. Avouez que vous me détestez. Vous vous trompez. Que vous êtes grave. Asseyez-vous. Cessez un moment d'être le colon modèle dont l'œil ne cesse d'inspecter les plantations. Il y a longtemps que vous vivez ici ? 6 ans. Et toujours seul ? Avec Camille. C'est sûrement un brave garçon, mais sa conversation doit être d'un intérêt restreint. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Il désigna du geste les cultures alentours, les éléphants qu'on voyait travailler sur la colline, les bâtiments industriels. C'est tout. Je lis. C'est tout. Et vous êtes heureux ? Oui. Il dit oui si simplement, avec tant de conviction, qu'elle le regarda avec une acuité accrue, où il y avait presque de l'inquiétude. C'est vrai ça ? Vraiment vrai ? Oui. Et vous ne désirez rien d'autre ? Rien. Jamais d'amour. Ma fiancée vient me rejoindre dans 3 mois et nous nous marierons. Il lui dérobait son regard par crainte qu'elle allât trop loin dans ses pensées et ses sentiments. Donc, vous désirez quelque chose. Vous avez menti. Il faillit dire non, se troubla, et resta un bon moment à fixer le sol de briques rouges, déconcerté, alarmé. Car il avait été sur le point de prononcer le mot non, et il eût été sincère. Il ne désirait rien que sa quiétude, qu'il était sûr de retrouver un jour ou l'autre. S'il se mariait, c'est qu'il considérait qu'Émilienne entrerait d'elle-même dans le cadre de cette quiétude, mais, par exemple, il n'éprouvait pas le désir qu'elle fût là. Ce fut pis quand Lady Mackinson dit après un silence « Je parie que c'est une cousine ou une amie d'enfance. » Une amie d'enfance, oui, et presque une cousine car ils avaient des parents communs. Pourquoi pensez-vous ça ? Parce que c'est fatal. Mais pourquoi ? Pour rien, dit-elle en secouant la tête. Donnez-moi encore une cigarette. Je suis certaine que votre future femme ne fume pas. Savez-vous ce qu'on aurait trouvé si on avait fouillé la carlingue ? Une demi-livre d'opium et 2 pipes. Mais vous n'y connaissez rien. Hier, quand vous êtes entré, nous venions de fumer, Philps et moi, et vous n'avez seulement pas reconnu l'odeur. Il éprouva le besoin d'articuler. À quoi cela vous sert-il ? Et elle de hausser les épaules. Rien. Ils furent près de 5 minutes sans parler, le regard fixé sur l'univers rouge et vert où gravitaient de petits hommes noirs.
Les caféiers, de loin, ne paraissaient guère plus gros que des choux, et ils étaient bien rangés sur cette terre couleur de briques. Allez me chercher mon sac sous l'oreiller. C'était une mallette en crocodile, au fermoir orné d'une émeraude, aux initiales surmontées d'une couronne. Elle y fouilla, en tira quelque chose. Regardez. 2 enfants, une fillette de 7 ans, un garçon de 2 ans et demi, complètement nus sur une plage. C'était l'année dernière, à Thérapia. L'ambassade est l'hiver à Ankara, l'été à Thérapia, près de Stamboul. Vous connaissez? Non. Et ils se turent à nouveau. On aurait dit qu'elle ne savait que faire de ces 2 photos. Elle finit par les laisser tomber dans son sac, qu'elle referma d'un geste sec. Vous êtes lugubre, soupira-t-elle. Non. Qu'est-ce que vous êtes alors? Je ne suis rien. Vous ne vous fâcherez pas si je vous demande quelque chose d'incongru? Demandez. Je voudrais voir votre petite négresse. Il se leva avec trop d'empressement, à plat en détournant la tête. Balidji, Balidji. Ils attendirent 1 minute sans rien entendre. On aurait pu croire que la gamine n'était pas là. Mais au moment où on s'y attendait le moins, on la vit se dresser, intimidée, dans sa robe blanche à pois bleus, dont ses seins pointus soulevaient le tissu. Son regard interrogeait, inquiet. N'aie pas peur, lui dit Ferdinand en bengala, tu es une bonne petite fille. Ce qui la fit sourire, tandis qu'elle se tournait vers la femme blanche. Elle parle le français? Un peu, dit Balidji elle-même, avec un drôle d'accent. Eh bien, petite, va donc me chercher la bouteille de whisky et le thermos qui sont dans la chambre. Il fallut que Gros confirmât l'ordre d'un battement de paupières, et elle s'en fut en dansant presque, sans savoir pourquoi elle était joyeuse. Elle est gentille, dit alors Lady Mackinson. Elle se servit du whisky. Balidji se retira dans la cuisine. Je ne vous en offre pas, je suppose. Merci. À quoi pensez-vous? Au caféier. Ce n'est pas vrai. Je vous affirme que je pense aux licences d'importation et à la prime de transport, la question vitale pour cette région. Vous êtes pressé de nous voir partir. Vous resterez autant que ce sera nécessaire. Elle murmura 2 mots dans une langue qu'il ne connaissait pas, un dialecte des Indes sans doute, car il savait qu'elle y avait passé une partie de son enfance. Phillips doit être arrivé à Niangara. Non, dans 1 heure seulement, car la route est mauvaise. C'est grand. En principe, il y a 4 blancs, l'administrateur et son adjoint, que vous avez vu, le docteur, qui est presque toujours en tournée, et le missionnaire blanc qui parcourt la brousse en motocyclette. Vous y allez souvent? Pas plus d'1 fois l'an. Et à la ferme des éléphants, quand j'ai besoin d'y aller demander un éléphant ou un conseil, je m'y suis rendu 3 fois en 6 ans. Vous ne voyez jamais personne. Il passe quelqu'un tous les 5 ou 6 mois, des gêneurs comme nous, qui vous prennent votre chambre. Il m'arrive de coucher dans la brousse. Vous gagnez beaucoup d'argent? Jusqu'à présent, j'ai mis 400 000 francs dans la plantation, mais j'arriverai peut-être à les récupérer. Ça vous intéresse? Quoi? De gagner de l'argent? Ça m'intéresserait de vendre mon café, surtout s'il est admis dans la 2e catégorie. Qu'est-ce que c'est? C'est trop long à vous expliquer. Merci. Je n'ai pas voulu vous vexer. Une cloche sonna. Lady Mackinson tressaillit. C'est une visite? Non, c'est le déjeuner. Voulez-vous accepter de manger de notre repas, le capitaine Phillips n'étant pas là pour vous préparer les mets que vous aimez? Elle le regarda avec défi et fit sans penser à sa jambe le geste de se lever. Attendez, nous allons traîner votre fauteuil jusqu'à la table. On voyait Camille se laver les mains à une fontaine, mouiller un peigne et le passer dans ses cheveux drus. Donne-moi un coup de main, Camille. Sur la table s'étalait une nappe à carreaux rouges et au milieu trônait une vaste soupière décorée. Pour éviter les conserves, nous mangeons la soupe 2 fois par jour. Vous en voulez? Elle notait surtout 2 petites pochettes, en toile blanche, brodées chacune d'une initiale et qui contenaient les serviettes. Camille passait la sienne dans le col de sa chemise. Les couverts en argent étaient marqués eux aussi d'une initiale. Il faisait presque frais dans la pièce que le Barza entourait d'une zone d'ombre protectrice, et il régnait une agréable pénombre rosée par la réverbération sur les briques. Vous avez été votre propre architecte? Et un peu mon propre maçon, mon plombier, mon électricien. Vous n'avez pas examiné la bibliothèque? Il y mettait de l'ironie, il récitait. La petite encyclopédie, l'électricité à la portée de tous, bâtissez vous-même votre maison de campagne. Elle souriait. Camille, mal à l'aise, fronçait les sourcils et n'arrivait pas à comprendre ce qu'il y avait sous les paroles prononcées. Vous n'avez pas la radio? Nous avons un poste récepteur, mais nous ne le faisons jamais marcher. Il doit être dans un des ateliers abîmés par l'humidité. Vous recevez des journaux? Tous les mois et demi par le courrier. C'est ma sœur qui m'envoie le journal de Moulin après l'avoir lu. J'apprends ainsi les mariages et les décès. La soupe est bonne. C'est la négresse qui... Oui. Et c'est encore Balidji, intimidé, qui servit un plat de poisson bouilli, de beurre fondu et des pommes de terre. Si vous aimez les mangues, il y en a cette saison. Je peux aussi vous faire manger des avocats, vous connaissez? J'ai été élevé aux Indes et j'ai vécu en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous ne connaissez pas la Nouvelle-Zélande? Non, c'est le pays de Phillips, je sais. Et il dit je sais d'une façon si sèche que le silence s'établit pour de longues minutes. Ce soir, finit-il par déclarer, nous aurons la visite du major Crosby. Pourquoi? Parce que votre capitaine Phillips lui téléphonera de Niangara. Crosby ira le prendre avec sa voiture et le ramènera ici. Quel que soit l'état de la route, il roule à 100 à l'heure. Il ne s'arrêtera que s'il rencontre du gibier.
La réverbération devenait plus forte, l'atmosphère lourde, mais le calme était tel qu'on entendait la voix des négresses dans le village invisible. Camille n'avait pas mangé la moitié de ce qu'il mangeait d'habitude. Au fond, chacun se demandait comment en finir avec ce repas qui traînait. Balidji, collé au chambranle de la cuisine, attendait l'ordre de desservir. « Vous avez l'habitude de prendre le café ? Ça m'empêcherait de dormir et je veux faire la sieste. » Elle bougea dans son fauteuil comme si elle eût voulu se lever. Ferdinand se précipita. « Camille, aide-moi. Je vous demande pardon d'être une telle charge pour vous. Mettez-moi seulement sur mon lit. » Elle était nerveuse. Elle faillit heurter la porte de sa jambe malade. Camille se montra maladroit, et Ferdinand le rappela à l'ordre avec une brusquerie inaccoutumée. « Tu ne vois pas devant toi ?» Elle fut enfin étendue. Camille se retirait à reculons, Gros hésitait. Les persiennes découpaient la lumière en longues barres incandescentes. « Vous ne pouvez pas fermer tout à fait ?» demanda Lady Mackinson d'une voix basse. On sentait qu'elle avait les nerfs à fleur de peau. Ferdinand mettait beaucoup plus de temps qu'il n'en fallait pour rabattre les panneaux des persiennes, et quand il eut fini, la chambre ne fut plus éclairée que par une vague lueur venue de nulle part. Une mouche maçonne tournait dans l'air épais. « Vous voulez que je la tue ?» demanda-t-il. Et sa voix fut si drôle, son attitude si piteuse, si suppliante, eût-on dit, que Lady Mackinson éclata d'un rire nerveux. Camille, sans le savoir, avait refermé la porte derrière lui. On entendait de l'autre côté le heurt des assiettes que Balidji ramassait sur la nappe à carreaux rouges.